Je n'aurais jamais cru qu'un toast au champagne me sauverait la vie. Mes mains tremblaient lorsque j'ai levé ma flûte en cristal, mais pas d'excitation. Dans la salle de bal, tout le monde pensait que j'étais nerveuse à l'idée de prononcer mon discours, de célébrer le plus grand moment de ma carrière, de trinquer aux 32 millions de dollars que je venais de gagner grâce à la concession de licence de mon brevet de dispositif médical à Johnson & Johnson. Ils étaient loin de se douter que je venais de voir mon mari, Marcus, verser quelque chose dans mon verre. La salle de bal du Ritz-Carlton était comble. 200 invités, tous vêtus de leurs plus beaux atours pour célébrer le docteur Rebecca Hayesme et le système révolutionnaire de surveillance de la glycémie que j'avais mis 7 ans à développer. Mes collègues de Stanford Medical, les investisseurs qui avaient cru en moi, ma meilleure amie, Jenna, qui m'avait soutenue dans chaque échec. Même ma mère avait fait le voyage depuis Portland, rayonnante de fierté au premier rang. Marcus se tenait à mes côtés sur scène, sa main posée avec affection sur le bas de mon dos. Pour tous les regards, il ressemblait au mari fier, au partenaire attentionné qui avait été là lors des longues nuits blanches, des prototypes ratés, des moments où j'avais eu envie d'abandonner. Son sourire était parfait, son toast était parfait. Il m'avait appelé sa brillante épouse et avait dit qu'il avait hâte de passer le reste de notre vie à profiter des fruits de mon travail. Mais je l'avais vu. Alors qu'il pensait que je scrutais la foule à la recherche de visages familiers, j'avais aperçu son reflet dans le miroir mural derrière le bar. Je l'avais vu mettre la main dans sa poche. Je l'avais vu jeter un coup d'œil autour de lui. J'avais vu sa main planer au-dessus de mon champagne une fraction de seconde avant que ses doigts ne s'ouvrent et qu'une substance invisible ne se dépose dans les bulles dorées. Puis il s'était retourné vers moi avec ce même sourire tendre, avait pris son propre verre et avait attendu que je fasse de même. Mon esprit s'est emballé. Qu'est-ce que c'était? Combien de temps cela allait-il prendre? Était-ce pour me tuer ou simplement me paralyser? Cela ressemblerait-il à une crise cardiaque, un AVC, une réaction allergique? Je suis médecin. J'avais vu suffisamment de morts suspectes pour savoir que les poisons ne sont pas aussi sophistiqués que dans les films. Ils laissent des traces. On les retrouve lors des autopsies. Mais d'un autre côté, une jeune femme qui s'effondre à sa propre fête après des mois de stress intense, des semaines de 90 heures et la pression des négociations et des contrats. Ça n'étonnerait personne. Pas tout de suite. Et avant même que quelqu'un ait l'idée de faire des analyses toxicologiques, Marcus aurait déjà tout hérité. Nous étions mariés depuis 5 ans. Pas de contrat de mariage. Il avait insisté sur le fait que ce n'était pas romantique. Pas de compte séparé. Il m'avait convaincu que les couples mariés devaient se faire une confiance absolue. Je lui avais fait confiance. J'avais été idiote. À Rebecca, dit Marcus en levant son verre. L'assemblée fit écho à ses paroles. À Rebecca, répondis-je en levant ma coupe de champagne. Les bulles captaient la lumière. Je voyais mon reflet dans le liquide, déformé et vacillant. Tous les regards étaient tournés vers moi. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'ai pressé mes lèvres contre le bord du verre et les incliné en arrière, mais je n'ai pas avalé. J'ai laissé le champagne effleurer ma bouche, humecter mes lèvres, mais j'ai gardé la gorge serrée. Des années de dégustation de vin lors de congrès médicaux m'avaient appris à simuler l'ivresse avec conviction. J'ai baissé mon verre, souri à l'assemblée et essuyé discrètement ma bouche avec ma serviette, en enlevant toute trace qui aurait pu toucher mes lèvres. Marcus m'observait. Je sentais son regard suivre mes mouvements. Je me suis tourné vers lui, j'ai levé mon verre une nouvelle fois pour un toast discret et j'ai pris une autre gorgée, feinte. Ses épaules se sont légèrement détendues. Bien, pensa-t-il. J'ai bu. Magnifique discours, chérie, ai-je dit assez fort pour que les personnes alentour m'entendent. Puis je me suis penchée et j'ai murmuré, j'ai un peu le vertige. Trop d'excitation. Je vais prendre l'air. L'inquiétude a traversé son visage. Je t'accompagne. Non, non, restez et profitez-en. Je reviens tout de suite. Je lui ai touché le bras. Vous attendiez cette fête avec autant d'impatience que moi. C'était vrai, même si ce n'était pas comme tout le monde l'imaginait. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les félicitations, embrassant mes collègues, laissant croire que j'étais simplement submergé par l'émotion. J'ai gardé mon verre de champagne avec moi. Arrivé dans le couloir devant la salle de bal, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai sorti avec précaution un sachet de preuve en plastique de ma pochette. Oui, j'avais apporté des sachets de preuve à ma propre fête.
J'avais aussi pris mon téléphone en mode enregistrement vocal, car il y a 3 semaines, j'avais commencé à avoir des soupçons. Ça avait commencé discrètement. Marcus posait trop de questions sur les négociations de brevets. Marcus rencontrait quelqu'un qu'il prétendait être un conseiller financier. Mais quand j'avais appelé le cabinet en question, il n'avait jamais entendu parler de lui. Marcus s'intéressait étrangement à mon assurance vie. Celle qu'il m'avait convaincu d'augmenter à 15 millions de dollars 6 mois auparavant. La mère de Marcus, Sandra, était soudainement beaucoup plus gentille avec moi. Elle m'avait à peine supporté pendant 5 ans. Puis vint la conversation sur le testament. Marcus l'avait abordé au dîner, si naturellement. Maintenant que nous allions être riches, il nous fallait une bonne planification successorale, avait-il dit. Il fallait s'assurer que tout soit protégé. Il avait déjà consulté un avocat. Je n'avais plus qu'à signer. Je lui avais dit que je voulais d'abord examiner les documents avec mon propre avocat. Il s'était mis en colère, la première fois depuis des années que je le voyais vraiment en colère. Il m'avait accusé de ne pas lui faire confiance, d'être paranoïaque, de me laisser monter au moral par le succès. Puis il s'était excusé, avait dit qu'il était juste stressé, qu'on ferait ce qui me rassurerait. C'est là que j'en ai eu la certitude. J'ai mis le verre de champagne dans le sac à preuve et l'ai glissé dans mon sac à main. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance. Absolument. Rebecca, je pensais que tu serais en train de fêter ça. La voix de l'inspectrice Sarah Chen était chaleureuse mais alerte. Nous étions amis depuis la fac, colocataires à Berkeley avant son départ. J'étais entré dans les forces de l'ordre et moi dans la médecine. Il faut que tu me rejoignes tout de suite. À l'entrée de service du Ritz-Carlton, Sarah apportera un kit de police scientifique. 20 minutes plus tard, Sarah et moi étions assises dans sa voiture, dans le parking souterrain. Elle portait une tenue de soirée, elle avait assisté à un mariage quand je l'ai appelée, mais son visage était concentré tandis qu'elle examinait le verre de champagne à travers le sac plastique. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle. Je l'ai observé faire. « Rebecca, si tu as raison, il s'agit d'une tentative de meurtre. Et si tu as tort, je n'ai pas tort non plus. » Sarah me regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, mais il faut qu'on fasse les choses correctement. Il nous faut des preuves recevables devant un tribunal. Il faut prouver l'intention, l'opportunité et le mobile. Il faut s'assurer que chaque étape soit documentée et légale. » Elle marqua une pause. « Es-tu prête à vivre avec quelqu'un qui a tenté de te tuer pendant qu'on constitue le dossier ?» Je repensais aux 5 dernières années. J'ai repensé à la façon dont Marcus m'avait incité à quitter mon travail à l'hôpital pour me consacrer entièrement à mon patient. À la façon dont il m'avait isolé de mes amis, toujours avec une telle subtilité. À la façon dont il m'avait convaincu de le désigner comme bénéficiaire principal sur tous mes documents. À la façon dont il s'était rendu indispensable, gérant notre foyer, nos finances, notre vie sociale. À la façon dont il avait tout manigancé depuis le début. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Sarah a sorti son téléphone. J'appelle mon ami du labo. Il me doit une faveur. On va accélérer l'analyse de ce champagne. S'il y a quelque chose dedans, on le saura demain matin. Elle m'a regardé sérieusement. En attendant, tu dois faire attention. Ne mange ni ne bois rien de ce qu'il te donne. Ne reste pas seul avec lui dans des situations où il pourrait recommencer. Et pour l'amour du ciel, ne lui laisse surtout pas deviner que tu te doutes de quoi que ce soit. Je ne lui dirai rien. Une dernière chose. Il faut qu'on découvre ce qu'il prépare. Ce n'était clairement pas une décision prise sur un coup de tête. Il prépare tout ça depuis des mois, peut-être même plus. La question est, quel est son but ultime? Juste l'héritage, ou y a-t-il autre chose? J'y ai réfléchi. Le brevet. Il ne s'agit pas seulement des 32 millions de dollars de J&J. Si quelqu'un détenait le brevet du dispositif lui-même, il pourrait négocier différents accords de licence, peut-être plus lucratifs, ou le vendre à des concurrents. Donc, si tu venais à mourir, il hériterait des droits du brevet, mais pas de la totalité. L'accord de licence est avec moi personnellement, mais en tant que mon conjoint, il aurait un contrôle important sur toutes les décisions futures. Et si j'avais signé ce testament qu'il voulait que je signe? Ma voix s'est éteinte, réalisant que Sarah. Je dois voir ce testament.
Celui que son avocat a rédigé. Où est-il? À la maison. Dans son bureau. Sarah a souri d'un air sombre. Alors je pense que tu devrais avoir une conversation très sérieuse avec ton propre avocat. Demain. La première chose que j'ai faite, c'est de retourner à la fête. Marcus était au centre de l'attention près du bar, riant avec des investisseurs, jouant à la perfection le rôle du mari dévoué. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un soulagement qui semblait sincère. Te voilà enfin. Je commençais à m'inquiéter. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. J'avais juste besoin d'un instant. Je lui ai souri. Excuse-moi de t'avoir inquiété. Il m'a serré contre lui et m'a embrassé sur le front. Pour les spectateurs, ce geste paraissait tendre, mais je sentais la tension dans son corps. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Il s'attendait à ce qu'une ambulance arrive. Le chaos, son choc et son chagrin soigneusement orchestrés. J'ai passé le reste de la soirée à jouer mon rôle. La médecin heureuse et accomplie, l'épouse reconnaissante qui n'aurait rien pu faire sans le soutien de son mari. J'ai bu de l'eau dans des bouteilles scellées que j'avais achetées moi-même. J'ai mangé au buffet, les mêmes plats que tout le monde. Et j'ai vu Marcus devenir de plus en plus confus, de plus en plus agité. La nuit avançait, et je restais en parfaite santé. Quand nous sommes enfin rentrés à notre appartement de Pacific Heights à 1h du matin, Marcus était en proie à une frustration à peine contenue. « Tu as à peine bu ton champagne », a-t-il dit en franchissant la porte. Ce n'était pas vraiment une accusation, mais presque. J'avais tellement de gens à qui parler. Tu sais comment ça se passe. J'ai enlevé mes talons. Je suis épuisé. Je crois que je vais prendre une douche rapide et aller me coucher. Dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et allumé la douche et la ventilation pour couvrir le moindre bruit. Puis j'ai regardé mon téléphone. Sarah m'avait envoyé un texto. Résultat préliminaire. Il y a clairement quelque chose dans le verre. Analyse complète à 8h. Ne dors pas dans la même chambre. J'ai répondu, chambre d'amis. Ok, parfait. Ferme la porte à clé. Je ferai patrouiller une voiture dans ta rue ce soir. Banalisé. Un problème? Appelle le 911. J'ai pris la douche la plus longue de ma vie, essayant de comprendre ce qui se passait. Mon mari avait essayé de m'empoisonner. Mon mari, que j'aimais, à qui je faisais une confiance absolue, avec qui j'avais construit ma vie. Quand avait-il décidé de me tuer? M'avait-il jamais aimé, ou n'étais-je qu'un investissement à long terme, depuis que je sortais en peignoir? Marcus était assis sur notre lit. Je pensais qu'on fêterait ça comme il se doit, dit-il en désignant 2 verres de vin sur la table de chevet. Juste nous deux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé un ton léger. C'est gentil, mais je suis vraiment épuisé. Et j'ai rendez-vous avec mon avocat demain matin à 8h. Tu te souviens de la fondation médicale dont on a parlé? C'était un mensonge. Mais j'ai vu l'expression de Marcus changer. Une fondation médicale? Je ne t'en avais pas parlé? Je veux utiliser une partie de l'argent pour financer des bourses de recherche pour des scientifiques sous-représentés. Tu sais, rendre l'appareil, faire un geste. Je lui ai souri. On pourra trinquer demain soir, une fois que j'aurai réglé tous ces détails juridiques ennuyeux. Rebecca, tu devrais vraiment me parler des décisions financières importantes avant. Bien sûr, je suis juste en train d'explorer les options. Je me suis dirigée vers la porte. En fait, je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Toute cette agitation m'a donné un mal de tête terrible, et je ne veux pas te réveiller avec mes mouvements dans le lit. Rebecca, bonne nuit, Marcus. Je t'aime. J'ai fermé la porte avant qu'il ne puisse répondre. Dans la chambre d'amis, j'ai verrouillé la porte et coincé une chaise sous la poignée. Puis je me suis assise sur le lit, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout noter. Sarah a appelé à 8h15. Rebecca, assieds-toi. Je suis déjà assise. La substance dans ton champagne était du Dejoxin. Une grande quantité, suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque en 30 à 90 minutes, selon le métabolisme et la quantité consommée. Le Dejoxin est un médicament pour le cœur qui, à forte dose, est mortel et presque impossible à distinguer d'une crise cardiaque naturelle, à moins de savoir qu'il faut faire un test spécifique. Ce n'est pas tout, a poursuivi Sarah. J'ai mené mon enquête.
La mère de Marcus, Sandra, s'est vue prescrire du Dejoxin pour une fibrillation auriculaire il y a 3 mois. Et devine qui est allé chercher ses ordonnances? Marcus. Marcus. Nous pouvons prouver l'accès à la drogue. Nous pouvons prouver l'opportunité. Il a été photographié par le photographe de l'événement, debout à côté de votre coupe de champagne, au moment précis où vous l'avez vu la trafiquer. Maintenant, nous devons prouver le mobile et l'intention. C'est là que vous intervenez. Le testament. Le testament et tous les autres documents, courriels, communications qui montrent qu'il planifiait cela. Mais Rebecca, nous devons les obtenir légalement. Rien qui nécessite un mandat sans raison valable pour le moment. Pouvez-vous accéder à son ordinateur, à ses fichiers, sans qu'il s'en aperçoive? J'y ai réfléchi. Marcus avait un bureau à domicile, mais il le fermait généralement à clé lorsqu'il ne l'utilisait pas. Cependant, il avait aussi un emploi du temps régulier. Tous les mardis et jeudis matins, il jouait au tennis à son club de 9h à 11h. Aujourd'hui, c'était mardi. Je peux le faire, ai-je dit. Donnez-moi 2 heures. J'ai dit à Marcus que j'allais à l'hôpital pour vérifier un projet de recherche, une excuse plausible puisque j'avais toujours un bureau là-bas. Au lieu de cela, j'ai attendu au coin de la rue jusqu'à ce que je le voie partir pour le tennis. Puis je suis rentré. Son bureau n'était pas vraiment fermé à clé. Il était devenu négligent ces derniers temps, sans doute parce qu'il me croyait morte depuis longtemps. Son ordinateur nécessitait un mot de passe, mais je connaissais Marcus. Il utilisait le même partout. L'adresse de sa maison d'enfance, plus la date d'anniversaire de sa mère. J'étais à l'intérieur en moins de 30 secondes. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Des emails à sa mère Sandra et à son frère Kyle, où ils discutaient du plan. Pas explicitement qu'ils étaient trop intelligents pour ça, mais dans un code évident une fois qu'on savait quoi chercher. Quand Rebecca part en voyage, signifiait quand je serais morte. Le transfert d'actifs signifiait hériter de mon brevet et de mon argent. Le calendrier indiquait combien de temps ils attendraient avant que Marcus ne se remarie avec la fiancée de Kyle, Natasha, apparemment, qui était complice depuis le début. J'ai trouvé des brouillons de demandes d'assurance vie. J'ai trouvé des recherches sur les symptômes d'un empoisonnement au Dejoxin et comment le simuler. J'ai trouvé une deuxième facture de téléphone portable pour un numéro inconnu. Quand j'ai appelé, c'est Natasha qui a répondu. J'ai raccroché sans rien dire. Il y avait des tableurs qui montraient comment ils comptaient se partager mon argent. Sandra recevrait 5 millions de dollars pour rembourser ses dettes. Apparemment, elle vivait au-dessus de ses moyens depuis des années et était sur le point de perdre sa maison. Kyle recevrait 3 millions de dollars à investir dans son entreprise immobilière en difficulté. Natasha recevrait 2 millions de dollars en guise de paiement pour sa participation. Et Marcus garderait le reste, plus les droits sur le brevet. Il préparait ça depuis au moins 1 an, peut-être plus. J'ai tout photographié, chaque email, chaque document, chaque tableur. J'ai tout téléchargé sur un espace de stockage cloud sécurisé auquel seule Sarah et moi avions accès. Ensuite, j'ai effacé l'historique du navigateur, verrouillé l'ordinateur et vérifié que tout était exactement comme je l'avais trouvé. Quand Marcus est rentré du tennis, j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner comme si de rien n'était. « Alors, tes recherches ?» m'a-t-il demandé en m'embrassant la joue. Je me suis forcée à ne pas tressaillir. « Productive. Et le tennis ?»« Bien. Je dîne avec Kyle ce soir, si ça te convient. » Une simple réunion entre frères, bien sûr. J'avais de toute façon des projets avec Jenna. C'était encore un mensonge. Je rencontrais Sarah et son ami procureur pour examiner les preuves et planifier la suite. Les 2 semaines suivantes m'ont paru interminables. Je devais vivre avec Marcus, lui sourire, dormir dans le même couloir que lui, tout en sachant qu'il avait tenté de me tuer et qu'il comptait probablement recommencer. Sarah m'avait conseillé de garder les apparences jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de preuves pour procéder à des arrestations définitives. « Il nous faut tout », avait-elle dit. « Il nous faut des preuves de complot, des preuves d'intention, des preuves d'opportunité. Il faut les prendre sur le fait, en train de planifier ou de récidiver. Sinon, un bon avocat de la défense saura semer le doute. » Il gérait simplement les ordonnances de sa femme pour sa mère âgée. Ce n'étaient que des discussions familiales banales sur l'héritage, comme dans n'importe quelle famille. Il faut qu'ils s'incriminent eux-mêmes sans l'ombre d'un doute. Alors,
On leur a tendu un piège. J'ai dit à Marcus que je voulais passer un week-end dans notre chalet à Tao, juste tous les deux, pour décompresser après toute cette histoire de brevet. Il a immédiatement accepté, sans doute parce qu'un chalet isolé était l'endroit idéal pour un accident malheureux. Ce que Marcus ignorait, c'est que Sarah et 2 autres détectives seraient là avant nous, en train d'installer des caméras cachées et des enregistreurs. Tout ce qu'il dirait, tout ce qu'il ferait serait enregistré. Nous sommes arrivés vendredi après-midi. Marcus était de bonne humeur, il mettait de la musique, me tenait la main, jouant le rôle du mari dévoué. Je me suis demandé s'il avait toujours été aussi bon acteur, ou si j'avais simplement été trop naïve pour m'en apercevoir. Le chalet était toujours aussi magnifique, niché dans les pins avec vue sur le lac. Marcus a allumé un feu pendant que je déballais mes affaires. Nous avons préparé le dîner ensemble, des pâtes et une salade. J'ai veillé à me servir moi-même, tout en le surveillant attentivement. Après le dîner, Marcus a proposé d'aller se promener jusqu'au lac. La nuit tombait. Le sentier était rocailleux et mal éclairé. L'endroit idéal pour une chute potentiellement fatale. « Vas-y, dis-je. Je veux finir de ranger. » Il avait l'air contrarié, mais il a essayé de le cacher. « On rangera plus tard. Je reviens dans quelques minutes. Sers-nous du vin, et je te rejoins sur la terrasse. » Il accepta à contre-cœur. Pendant qu'il était dehors, je l'observais par la fenêtre de la cuisine sortir une petite fiole de sa poche et verser quelque chose dans un verre de vin. Il ne cherchait même plus à être discret. Il était au désespoir. Je sortis à sa place avec 2 bouteilles d'eau fraîche. « En fait, gardons le vin pour demain, » dis-je d'un ton enjoué. « J'essaie de rester hydraté ici. L'altitude me donne toujours mal à la tête. » La frustration sur son visage était à peine dissimulée. Cette nuit-là, je fermai la porte de la chambre à clé. Le lendemain matin, Marcus proposa une randonnée sur un sentier qui, je le savais, menait au bord d'une falaise. Je suggérai plutôt une sortie en kayak sur le lac. Public, visible, sûr. Il serra les dents et accepta. Dimanche matin, la patience de Marcus atteignit ses limites. « Il faut qu'on parle », dit-il pendant le petit déjeuner. Son ton avait changé. Plus dur, plus froid. « Je sais ce que tu fais. » Mon cœur se serra, mais je gardai mon visage impassible. « Que veux-tu dire ? » Tu m'évites. Tu évites d'être seul. Avec moi. Tu ne bois rien de ce que je te donne. Que se passe-t-il, Rebecca ? Tu ne fais pas confiance à ton propre mari ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Le champagne à la fête. Tu n'en as pas vraiment bu, si ? Alors, il l'avait remarqué. Je me suis levé lentement, tous mes nerfs criant. Danger. Marcus, tu croyais vraiment que je ne m'en apercevrais pas ? Tu croyais pouvoir faire semblant et que je ne m'en apercevrais pas ? Il se leva lui aussi et s'approcha de moi. Où est-il ? Le verre. Qu'en as-tu fait ? Je ne comprends pas. Ne me mens pas. Sa voix montait, il perdait le contrôle. Tout était parfait. Le plan était parfait. Et tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Quel plan, Marcus ? Je reculai vers la porte. De quoi parles-tu ? Tu sais très bien de quoi je parle. Ce brevet devrait être à moi. J'ai passé 5 ans de ma vie à te soutenir, à t'écouter parler de tes précieuses recherches, à faire semblant de m'intéresser à tes congrès médicaux ennuyeux. 5 ans, Rebecca, j'ai gagné cet argent. Tu as essayé de m'empoisonner. Je l'ai dit sans détour. Pas de question, juste un fait. Il a ri, mais c'était un rire horrible. Empoisonné. Un mot si dramatique. Je préfère dire que j'ai accéléré l'inévitable. Tu allais tout partager avec moi de toute façon, n'est-ce pas ? Ça n'a fait que simplifier les choses. Tu es fou. Je suis pragmatique. Tu vaux plus pour moi. Morte plutôt que vivante. Tu l'as toujours été. Au moins, une fois, tu as réussi à créer quelque chose de valable. Il s'approcha. Ce n'est rien de personnel, Rebecca. Ce ne sont que des affaires. Et ta mère, ton frère, étaient-ils complices, eux aussi ? La famille se soutient. Ils ont compris. Maman a besoin d'argent. Kyle a besoin d'argent. Et je mérite bien quelque chose après avoir gâché ma trentaine avec toi. Son expression s'était glaciale, calculatrice.
Mais tu as compliqué les choses. Alors maintenant, il faut faire les choses autrement. Il se jeta sur moi. Je courus vers la terrasse en hurlant à l'aide. Marcus m'attrapa par derrière, les mains autour de ma gorge. Nous nous sommes débattus, avons percuté la rambarde. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru que nous allions basculer tous les deux. Puis j'ai entendu la voix de Sarah. « Police. Lâchez-la immédiatement. » Marcus se figea. Sarah et 2 autres inspecteurs sortirent du bois, armes au poing. L'expression sur le visage de Marcus, choc, fureur, trahison, aurait été satisfaisante si je n'avais pas encore eu le souffle coupé. Marcus Jamesay. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et agression. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis que Sarah lui lisait ses droits, Marcus me fixait avec une haine pure. Tu m'as piégé. Tu as essayé de me tuer, dis-je en me frottant la gorge. Je voulais juste m'assurer que tu sois arrêté. Sandra et Kyle furent arrêtés le jour même. Natasha, le lendemain. Les preuves trouvées sur l'ordinateur de Marcus, combinées à ses aveux enregistrés au chalet et aux témoignages du laboratoire de police scientifique concernant le Dejoxin, permirent de conclure l'affaire sans équivoque. Le procès dura 3 semaines. L'accusation présenta tous les éléments, les courriels, les tableurs, les conversations enregistrées, le verre de champagne empoisonné, l'agression de Marcus au chalet. La défense tenta de plaider que Marcus plaisantait, que les discussions familiales sur l'héritage étaient normales, que l'incident du chalet était un malentendu qui avait pris des proportions démesurées. Le jury n'y crut pas. Après 4 heures de délibération, Marcus fut condamné à une peine de 25 ans à perpétuité. Sandra et Kyle écopèrent chacun de 10 ans pour complot. Natasha devint témoin à charge et fut condamnée à une peine de 10 ans. 5 ans de prison avec sursis. J'ai vendu le chalet. Je ne pouvais plus supporter d'y retourner. J'ai aussi vendu mon appartement de Pacific Heights et j'ai emménagé dans un immeuble sécurisé à Knoxville. J'ai commencé une thérapie pour surmonter le traumatisme d'avoir été mariée à celui qui avait planifié mon meurtre. Et j'ai créé la fondation médicale dont j'avais parlé à Marcus ce soir-là. La fondation Rebecca est pour l'innovation biomédicale. Elle finance des bourses de recherche pour des scientifiques issus de minorités. Comme je l'avais dit, chaque bourse s'élève à 250 000 $. J'ai annoncé le nom du premier bénéficiaire lors d'une conférence de presse 3 mois après la fin du procès. Ma meilleure amie, Jenna, était là. Ma mère était là. Sarah Chen était là. Tous ceux qui m'avaient vraiment soutenu, qui se souciaient vraiment de moi, qui méritaient vraiment de célébrer ma réussite. Quelqu'un m'a demandé ce que je pensais de Marcus et de sa famille. J'y ai réfléchi un instant. J'ai pensé à la trahison, à la violation de confiance, à l'année que j'avais passée à vivre dans la peur, même après leur incarcération. J'ai pensé au fait que je ne verrais jamais de mariage. Les anniversaires, ou la vie quotidienne ordinaire, tout redevenait comme avant. Mais je pensais aussi au fait que j'étais en vie, que j'avais fait confiance à mon instinct, que j'avais été assez intelligente et assez forte pour me défendre. Je suis reconnaissante, ai-je fini par dire. Reconnaissante d'avoir vu ce qu'il a fait. Reconnaissante envers les amis qui m'ont aidée. Et reconnaissante de pouvoir passer le reste de ma vie en sachant que je n'ai laissé personne me voler mon succès, mon travail, ni ma vie. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon nouvel appartement. Je me suis versé une coupe de champagne d'une bouteille que j'avais ouverte moi-même et j'ai porté un toast à la pièce vide. À la survie, à la justice, à la vie que j'avais construite et à la vie que j'avais sauvée, et à ne plus jamais confier mon verre de champagne à personne.